Pour ça, je vous invite à ouvrir le chat en cliquant sur la petite bulle qui est normalement en bas de votre écran. Si vous souhaitez intervenir, je vous invite à mettre une petite étoile dans le chat et je vous donnerai la parole au moment des questions, ou vous pouvez également directement poser votre question dans cet espace et nous la poserons aux intervenants. Alors, les invités de ce soir donc, sont au nombre de 3. Nous avons Bernard Dréano, Serge Perrin et François Marchand. Bernard Dréano, qui est président du CDTIM, je crois, Centre d'études et d'initiatives de solidarité internationale. Il est également membre de l'Assemblée européenne des citoyens et auteur notamment de Guerre et paix au Caucase ou encore d'insécurité humaine, les luttes pour la paix au XXIe siècle. Il nous parlera dans un premier temps du contexte qui a amené à cette actualité et dressera un état des lieux des forces de paix présentes sur le terrain. Ensuite, nous donnerons la parole à Serge Perrin, membre fondateur et militant historique du mouvement pour une alternative non violente, qui viendra nous présenter notamment les méthodes de résistance civile et nous parlera de son expérience de terrain sur plusieurs terrains de conflit. Enfin, nous laisserons la parole à François Marchand qui nous présentera l'intervention civile de paix, qui est donc une méthode non violente d'action particulière. Voilà. J'espère que le programme est clair pour tout le monde. Nous sommes ici jusqu'à peu près 19h15 et je vais dès à présent laisser la parole à notre premier intervenant, Bernard Dréano, si tu veux commencer et engager la soirée. Bien, bonsoir à toutes et tous. Donc, quelques mots qui vous permettent de comprendre aussi d'où je parle, avec quelle information, quelle autorité, entre guillemets. Je suis membre, donc, comme l'a dit la présidente de séance du CDTIM, qui est une organisation qui existe depuis plus d'un demi-siècle. Donc, c'est une petite organisation, mais c'est une longue expérience. Et de l'Assemblée européenne des citoyens, qui est une organisation qui a été créée au moment de la chute du mur de Berlin et de la fin de la guerre froide, qui a été créée par des militants qui étaient notamment investis dans les mouvements pour la paix et le désarmement, et aussi par des dissidents d'Europe de l'Est. Et à travers ces engagements, j'ai été actif dans des situations de conflit. Je pense soit sur le Moyen-Orient, soit plus précisément sur les guerres de dissolution de la Yougoslavie et les guerres du Caucase. Et donc, évidemment, aussi, malheureusement, par rapport à la situation en Ukraine. En particulier sur la question de l'Ukraine et sur la question de la Russie. Dans ce réseau Helsinki Citizen Assembly et dans d'autres d'ailleurs, nous avons beaucoup de contacts en Russie et en Ukraine. Ces dernières années, nous avons participé en tant qu'Assemblée européenne des citoyens à un réseau international citoyen qui s'appelle Civil M+, qui a été créé à l'initiative d'une ONG allemande et qui regroupait de manière assez régulière des associations russes, ukrainiennes, allemandes, françaises, néerlandaises, polonaises et aussi des gens d'Arménie et de Géorgie. Il se trouve que la moitié des Russes, les Géorgiens et les Arméniens, c'est des gens avec qui on travaillait depuis des années. Concernant les Ukrainiens plus particulièrement, ça fait 5 ans qu'à travers l'organisation Échange et Partenariat, nous avons envoyé des volontaires, des jeunes volontaires, c'est-à-dire que des femmes, en Ukraine dans plusieurs associations. Nous avons une assez bonne connaissance du tissu associatif démocratique et progressiste, disons, en Ukraine. Alors, 2 mots d'abord sur comment on en est arrivé à la situation actuelle. Il faut rappeler que quand l'Union soviétique s'est effondrée, on a une situation de chaos caractérisée, il faut très bien comprendre ça, caractérisée par un système de pillage systématique organisé par ce qu'on appelle les oligarques, c'est-à-dire des espèces de gens qui vont devenir des grands féodaux, on pourrait les présenter comme ça, favorisés par les interventions occidentales en particulier et aussi les politiques
du Fonds monétaire international et des institutions américaines, européennes et internationales. Avec un effondrement de l'économie, une situation absolument dramatique pour notamment les retraités et une partie des couches populaires, un enrichissement extrêmement rapide de quelques personnes et une situation d'abord très mauvaise, puis qui s'améliore des classes moyennes. Ça, c'est général sur l'Union soviétique et plus particulièrement ce pillage des oligarques est très fort en Russie et en Ukraine. Il y a une différence, par contre, entre la Russie et l'Ukraine, c'est qu'en Russie, au bout d'un certain temps, il y a l'organisation du pouvoir de Vladimir Poutine. Je ne rentre pas dans les détails, comment prendre le pouvoir, c'est toute une histoire, et réinstauration d'un État fort, avec liquidation, quand je dis liquidation, c'est quelquefois physique d'ailleurs, des oligarques qui ne veulent pas se soumettre à cette tutelle politique. Et par contre, il n'y a pas de problème si les oligarques en question acceptent l'espèce de chapeautage politique de la verticale du pouvoir, comme disait Poutine. La restauration de l'État en Russie a quelques effets, beaucoup d'effets négatifs, notamment en termes de liberté, mais ça c'est progressif, mais a aussi des aspects positifs. Par exemple, je vais donner deux exemples qui vont faire comprendre. Le système scolaire ou le système de santé, qui n'était pas si mauvais que ça dans l'Union soviétique, s'effondre avec l'effondrement général et sont rétablis, sinon reconstitués, rétablis relativement sérieusement sous le régime poutinien. En ce qui concerne l'Ukraine, c'est la même situation, donc une situation d'effondrement général, d'espèce de féodalité qui s'installe et un État faible, avec un gouvernement faible très marqué par la corruption, avec une corruption générale, enfin je veux dire petite et grande, et aussi encouragée par les pilleurs étrangers, les pilleurs occidentaux. Dans le contexte ukrainien, alors je ne vais pas raconter toute l'histoire de l'Ukraine parce que ça aussi, ça serait trop long, mais d'abord, il faut savoir qu'il y a quand même une personnalité ukrainienne qui existe. Non seulement il y a une langue, même si elle n'est pas parlée par tous les Ukrainiens, loin de là. Il faut savoir que 95% des Ukrainiens parlent russe, mais la langue maternelle de 60% des Ukrainiens, c'est l'ukrainien. Ça veut dire que les Ukrainiens sont très largement bilingues. Et 40% des Ukrainiens, leur langue maternelle, c'est le russe. Et ils ne comprennent pas toujours l'ukrainien. Un exemple, Vladimir Zelensky, quand il a fait son fameux feuilleton qui a fait sa gloire, sa renommée, il y a quelques années, le feuilleton est en russe et il parle russe. Et en fait, il parlait très mal l'ukrainien. Maintenant, il parle bien l'ukrainien, mais il parlait très mal l'ukrainien. C'est typiquement un russophone d'Ukraine. Mais il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont russophones mais qui sont ukrainiens, et des gens qui sont russophones et qui se sentent russes. Et dans notre expérience quotidienne, nous, on a envoyé des gens en Ukraine qui parlaient russe et ils n'ont eu aucun problème avec personne, hein, parce que les gens qui parlent ukrainien en France, c'est assez rare. En général, c'est des Ukrainiens. Ce gouvernement dysfonctionnel ukrainien a été évidemment contesté. Et ça aboutit à une crise, une première crise, qui a abouti à ce qu'on appelle la révolution orange, c'est-à-dire la prise de pouvoir à la suite d'un certain nombre de manifestations par ce qu'on appelait les oranges, c'est-à-dire les gens qui se présentaient comme plutôt pro-occidentaux, et soutenus en particulier par une partie de la jeunesse et une partie de l'intelligentsia de Kiev en particulier, et de l'Ouest ukrainien. Ça n'a absolument pas réglé le problème de la corruption, qui au contraire s'est amplifié plutôt, ce qui a créé un mécontentement et qui a abouti à la victoire électorale quelques années plus tard de ce qu'on appelle les Bleus, c'est-à-dire plus exactement les gens de l'Est ukrainien et les oligarques plutôt de l'Est et plutôt russophones. Il faut se rappeler qu'en Ukraine, les élections sont extrêmement, comment dire, influencées par la corruption. Il y a des achats de voix, des choses comme ça, mais en même temps, elles sont libres. De même, il y a une grande liberté d'expression. Si on compare avec la Russie, ce n'est pas du tout pareil. Et donc, il y a eu une bascule qui a abouti à la victoire électorale des Bleus et des pro-russes, ce qu'on appelle les pro-russes. Significativement, encore de négocier avec... C'est quand même très... c'est toujours un peu bordé.
il y avait un accord d'association avec l'Union européenne qui était en cours de négociation, qui ne plaisait pas beaucoup à la Russie. Et Yanukovych, le dirigeant des pro-russes, l'a finalement brusquement arrêté, bloqué, ce qui a provoqué une vive réaction. Et c'est ce qu'on appelle la deuxième, entre guillemets, révolution. Celle-là, je crois qu'on peut enlever les guillemets d'ailleurs, qu'on appelle la révolution de Maïdan en 2014. Cette révolution de Maïdan, sa caractéristique, c'est qu'il y a beaucoup plus de monde dans les rues qu'en 2008, quand il y a eu la révolution orange. Et c'est un peu la même configuration, mais pas tout à fait. Il y a occupation d'une place en référence explicite aux occupations de place qui se passent ailleurs dans le monde, hein, de Occupy Wall Street à la révolution des parapluies à Hong Kong et tout ça. Mais avec des choses un peu bizarres. Par exemple, pour vous donner une idée, il y a des jours et des jours des discours sur la place de Maïdan. Les 3/4 de ces discours sont faits en russe, y compris par les dirigeants orange. Le service d'ordre de la place est assuré par l'extrême droite. Je dirais un mot, c'est quoi l'extrême droite? Donc l'extrême droite a une forte visibilité. Le pouvoir bleu réprime, puis fout le camp. Il y a effondrement des entre guillemets bleus et prise du pouvoir par les oranges. Mais ce n'est pas un coup d'État, c'est validé ensuite par des élections, c'est suite à un mouvement social, et ce mouvement social est surtout à Kiev et dans l'ouest de l'Ukraine, mais existe aussi à Kharkiv, par exemple, qui est la grande ville russophone de l'est de l'Ukraine. Moins fort, mais quand même. Et c'est dans ce contexte-là que plusieurs choses se passent. D'une part, la prise de contrôle par les forces spéciales russes de la Crimée. Je ne rentre pas dans le détail sur la Crimée, ça demanderait aussi un débat en soi. Disons pour simplifier qu'en Crimée, les russophones se sentent beaucoup plus russes qu'ukrainiens, et ils sont majoritaires. Et par la guerre au Donbass. Donc en 2014, on a la guerre, mais quand je dis la guerre, c'est la guerre, c'est-à-dire une vraie guerre, mais locale, dans la région de Louhansk et de Donetsk. Là encore, je ne rentre pas dans les détails, mais vous avez vraiment la guerre. Cette guerre dure depuis 8 ans. Elle a fait 13 000 Bernard, morts. Oui. je me permets de t'interrompre une seconde. On me dit dans le chat qu'il faudrait que tu parles un peu plus près du micro et un peu plus lentement pour que tout le monde puisse bien comprendre, s'il te plaît. Donc je Merci. parle plus près du micro et plus lentement. Donc 2014, début de la guerre. C'est une vraie guerre. Il y a 13 000 morts en 8 ans depuis 2014 à 2022. Il y a eu 13 000 morts. Mais surtout, il y a eu 2 millions de personnes déplacées pour une population totale du Donbass de 5 millions. Qui aboutit au fait que, je ne rentre pas non plus dans les détails, les 2/3 du territoire du Donbass et la moitié de la population sont côté ukrainien et un tiers du territoire et l'autre moitié de la population est côté russe. Mais au global, la population a diminué de 40%. Et en particulier, les jeunes sont partis. Bon. Là encore, s'il y a des questions sur pourquoi le Donbass et tout, mais c'est une guerre qui se déroule loin du centre. C'est-à-dire qu'à Kiev, moi j'ai été plusieurs fois à ces époques-là, à Kiev, il n'y a pas la guerre. En même temps, on constate une désorganisation totale de l'État. Et pour vous donner une idée, il y avait dans Kiev et dans les villes d'Ukraine des comités qui se mettaient en place pour fournir de l'équipement aux soldats Alexandre Kolchenko machin, enfin aux soldats de la rue, du quartier, pour lui payer un casque et un gilet pare-balles, voire sa Kalachnikov. C'est le comité avec les commerçants locaux, des choses comme ça. Ce qui donne une idée du degré de désorganisation de l'État. Ça a beaucoup changé après. Et bien entendu, dans ces comités de soutien des soldats, il y a une présence assez forte de l'extrême droite, qui est une force faible électoralement, mais organisée. Et qui, dans ce contexte, a des succès électoraux, puisqu'elle va monter jusqu'à 10% et participer à un gouvernement. Mais ça ne règle absolument pas ni le problème de la guerre, ni le problème de la corruption. Le résultat, c'est qu'il y a une grande désillusion de la population, et aussi une énorme capacité de la dite population à se démerder, si je puis dire. Et donc, il y a beaucoup de formes d'auto-organisation locale. Je vais citer cette forme d'organisation pour soutenir le soldat de la famille, mais sur tous les sujets, il y a des logiques assez fortes d'auto-organisation. On se débrouille comme on peut, on ne fait pas confiance à l'État. Et je suis bref encore, pour arriver tout de suite à la situation de 2019. En 2019, le pouvoir, entre guillemets, orange, qui est au pouvoir depuis Maïdan, est totalement discrédité, puisqu'il n'a absolument pas réglé le problème principal, qui est la corruption.
Et il n'a pas réglé non plus le problème de la guerre au Donbass, qui plombe l'économie ukrainienne quand même, et puis qui crée un malaise profond. Les élections aboutissent à un résultat tout à fait surprenant. Il y a un candidat, c'est les élections présidentielles, c'est un peu un système à la française, donc vous avez des élections présidentielles et des élections législatives qui suivent. Aux élections présidentielles, il y a un candidat surprise qui gagne. Ce n'est pas un cas unique. Il y a un certain Emmanuel Macron, par exemple, que personne n'imaginait en France. Mais ce n'est pas un cas unique dans le monde. C'est assez fréquent maintenant, c'est assez bizarre. Alors, le candidat, évidemment, vous connaissez l'histoire. Il était très connu parce qu'il avait fait un feuilleton où il incarnait un prof d'histoire honnête qui se présente contre la corruption un peu par hasard aux élections présidentielles et qui les gagne. On est passé de la fiction à la réalité, et c'est ce qui s'est passé. Il a eu 37% au premier tour, 73% au deuxième tour. Et dans la foulée, avec un parti qui n'existait pas et qui s'appelait Serviteurs du peuple, comme le feuilleton, il a obtenu une très large majorité au Parlement avec des députés qui étaient n'importe qui. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est une réaction anticorruption et élite qui s'est fixée sur celui-là. Il avait aussi des liens avec certains candidats. Mais il a aussi été élu parce qu'il était, par exemple, toute l'extrême droite est considérée, non seulement il est juif, ce qui est très mauvais pour l'extrême droite, mais en plus il était considéré comme pro-russe. Il a été élu parce que derrière lui, on voyait une promesse de paix au Donbass. Ça n'a pas du tout progressé, la paix au Donbass. Ça n'a pas vraiment progressé la lutte contre la corruption. Donc sa popularité était retombée, mais ça n'a rigoureusement rien à voir avec le nazi que présentent les... C'est comme si vous disiez que Macron est un nazi, quoi, par exemple. Et puis, bon, on passe sur la situation actuelle où il est devenu le héros du peuple. Maintenant, il a 95%. Alors, ça, c'est pour le contexte général. Bien sûr, si vous avez des questions, je peux développer. Je vais maintenant dire 2 mots sur les forces progressistes, si on peut appeler ça comme ça, dont certaines peuvent être considérées comme des forces de paix, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors, la situation de l'Ukraine est un petit peu confuse, mais comme j'ai dit, il y a une grande liberté. Il y avait une grande liberté de parole et une grande liberté d'association comparée, par exemple, comparée bien évidemment à la Russie. Et donc, il y a différents courants qui existent, pas toujours très clairs et pas toujours très stables, parce que très souvent, c'est très lié au niveau électoral à des oligarques, quoi, des choses comme ça. Mais du côté progressiste, vous aviez 2 types de courants. Vous aviez des courants politiques assez faibles, mais existants. Une tradition anarchiste qui est un peu méconnue ici. Il y a des anarchistes et des anarcho-syndicalistes en Ukraine qui se réclament d'une très vieille tradition qui remonte à 1917, mais bon, ce n'est pas les mêmes qu'en 1917, bien sûr. Et puis des courants marxisants, disons, un peu comparables à, je ne sais pas, le NPA en France, enfin, je ne sais pas trop à quoi on pourrait les comparer, plutôt intellectuels. Et puis, vous avez une myriade, pas une myriade, mais plein d'organisations de défense des droits humains, des forts courants féministes, mais surtout dans les classes moyennes, mais qui existent réellement, alors c'est quelquefois les mêmes, et une scène culturelle riche, qui est aussi quelquefois les mêmes, et dans un peu toute l'Ukraine, hein, par exemple, aussi forte à Kharkiv qu'à Kiev. Donc, par exemple, les associations avec qui nous on a travaillé, comme le Centre des libertés civiles ou Vostok SOS, qui sont des organisations qui travaillaient notamment sur le soutien des personnes déplacées ou sur les actions dans la zone de guerre du Donbass. Donc, des actions objectivement pacifistes, disons. Parce que dans la zone de guerre du Donbass, vous aviez une situation très bizarre. Vous avez des moments de guerre ouverte, c'est ce qui s'est passé au début, puis des moments de guerre relative, avec des milliers de personnes, je dis bien des milliers, qui passaient la ligne de front tous les mois. Ne serait-ce que, par exemple, tous les personnes âgées, les retraités, qui, pour toucher leur retraite, devaient passer du côté ukrainien. Les gens qui habitaient du côté séparatiste, mais pour avoir leur retraite, il fallait qu'ils aillent du côté ukrainien. Et 200 ou 300 000 personnes qui vivaient dans ce qu'on appelait la zone grise, c'est-à-dire entre les deux. Donc, vous aviez des ONG qui travaillaient avec ces gens-là, et dont les ONG avec lesquelles on travaillait. Et puis, vous aviez, par exemple, des associations antiracistes ou de soutien aux migrants, les migrants comme chez nous.
Donc c'est ce tissu associatif-là, je ne dirais pas qu'il est majoritaire en Ukraine, loin de là, mais quand même tout à fait vivant, et entretenant en général des relations cordiales, et voire historiques, avec certains mouvements, par exemple féministes, par exemple de défense des droits humains, russes. Ces gens-là existent toujours, mais pour vous donner une idée de la situation, de tous les gens que je connais personnellement, tous les hommes que je connais personnellement, tous sans aucune exception, sauf un sur lequel j'ai un doute, dans la situation actuelle, ont tous pris les armes et sont tous partis dans la défense territoriale sans aucune hésitation, y compris ceux qui disaient qu'il faut défendre l'objection de conscience, des choses comme ça. Ça, c'est pour vous donner une idée de l'atmosphère. Alors peut-être aussi 2 mots sur l'extrême droite dont on parle beaucoup et dont il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est. D'abord, il faut se rappeler qu'il y avait donc un nationalisme ukrainien un peu romantique, un peu urbain, qui existait à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, et qui était extrêmement réprimé, et surtout culturel, qui était extrêmement réprimé par le pouvoir tsariste. Ça s'est traduit donc, pendant la guerre civile russe, au moment de 1917, en plusieurs courants. Presque tous les belligérants, sauf les blancs, sauf les pro-tsaristes, disons, y compris les Allemands, ont éprouvé le besoin de créer des groupes qui se présentaient comme ukrainiens. Ce qui prouve que quand même, il y avait une réalité. Les bolcheviks, les anarchistes qui se disaient ukrainiens, les nationalistes ukrainiens, disons, de droite, les nationalistes ukrainiens sociodémocrates, tout ça, c'était ukrainien. Donc, ça prouve qu'il y avait comme ça une conscience ukrainienne, même si... les bolcheviks ont fini par gagner, mais ils ont gagné, et la République socialiste soviétique d'Ukraine a été fondatrice de l'Union soviétique. Bon, après, tout ça a été évidemment sous contrôle de Staline et tout ça, et on n'a plus parlé tellement de nationalistes ukrainiens autonomes, mais il y avait une tradition ukrainienne variée, une tradition nationaliste politique ukrainienne variée. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, une partie de ces nationalistes ukrainiens, disons venant plutôt de la droite, s'est allié avec les nazis. C'est ce qu'on appelle le groupe de Stepan Bandera, on dit les bandéristes quelquefois, qui était nationaliste ukrainien et ouvertement extrêmement antisémite. Donc ils sont alliés avec les nazis. Ils ont formé même une armée avec les nazis. Ils ont réclamé l'indépendance de l'Ukraine, et d'ailleurs, quand ils ont réclamé l'indépendance de l'Ukraine, leur leader a été foutu en tôle par les nazis parce que c'était pas possible. Heureusement pour nous, si je puis dire, les nazis les ont tellement méprisés qu'ils n'ont pas pu être très efficaces, et évidemment, la majorité des Ukrainiens ont plutôt été du côté de... Mais il y avait cette tradition de Bandera. Et l'extrême droite ukrainienne, qui est elle-même assez variée, a tendance, ou explicitement, se réclame de Bandera, ou reprend ses couleurs, ou reprend ses drapeaux. Et donc, des gens qui étaient, c'est comme, je sais pas, des pétainistes chez nous, si vous voulez. C'est comme, je sais pas, on en connaît, hein, bon, des gens qui se réclameraient de Pétain ou de l'OAS, des choses comme ça. Sauf que dans l'Ukraine de 2014, c'est surtout des jeunes, c'est surtout des gens de l'Ouest. Ils sont organisés, beaucoup mieux que n'importe qui d'autre. Ils sont souvent très anti-européens, contrairement à ce qu'on dit, très anti-occidentaux, mais ils sont efficaces relativement. Donc ils représentent un problème parce que dans des situations de guerre, ça leur profite plutôt, entre guillemets, mais ce n'est pas une force sociale significative. Et en tout cas, ça n'a rien à voir du tout avec ce que raconte la propagande poutinienne. Ils ont constitué, notamment le groupe qui s'appelle Pravi Sector, a constitué pendant les débuts de la guerre du Donbass ce qu'on appelait le bataillon Azov, qui était basé sur des volontaires encadrés par des anciens militaires et qui a été intégré en tant que tel à l'armée ukrainienne, mais qui a été créé par des espèces de légions, si vous voulez, qui comme l'armée ukrainienne était en pleine débandade, là il y avait un truc qui marchait et donc il a été intégré dans l'armée ukrainienne, mais ça représente quoi, 2% de l'armée ukrainienne, quelque chose comme ça aujourd'hui, ou 1%. Mais enfin, ça existe, il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas. Et ça a été un épouvantail par rapport à certains séparatistes du Donbass qui ont dit, ça y est, les nazis sont de retour, les bandéristes sont de retour, ils vont nous massacrer.
C'est un phénomène qu'on a connu en plus gros dans les guerres yougoslaves. Hein. Je ne rentre pas dans le détail, mais côté croate comme côté serbe, on a fait apparaître comme ça des groupes d'extrême droite. Là où l'extrême droite est la plus forte en réalité, c'est dans l'entourage de Vladimir Poutine, qui est lui-même d'extrême droite. Mais ça, je pourrais développer par ailleurs. Voilà ce que je peux dire sur le contexte. Donc, vous voyez que les forces de paix en Ukraine, elles sont dans la guerre aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'elles sont anti-russes, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas très importantes pour la suite, mais on n'a pas de mouvement d'objection, par exemple, en Ukraine aujourd'hui. Remarquez, on n'en avait pas à l'intérieur de Sarajevo pendant le siège de Sarajevo non plus. Hein. Alors, 2 mots sur les Russes. Je vous ai dit, il y avait des contacts fraternels et étroits entre les mouvements ukrainiens tels qu'on les fréquente et les Russes. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y a des anecdotes. Par exemple, l'association Les Jeunes pour les droits de l'homme en Russie, une importante association russe, avait décidé de déplacer son siège social de Moscou à Voronezh, c'est-à-dire près de la frontière ukrainienne, il y a quelques années, parce qu'il disait à Voronezh, on est moins menacé par la police, et si vraiment ça va mal, on pourra replier toutes nos infrastructures sur l'Ukraine. Parce que la frontière, c'est presque impossible de la fermer, et parce que les Ukrainiens nous accueilleront à bras ouverts. Donc ça donne une idée de l'ambiance. Je parle d'il y a 8 ans, ou d'il y a 10 ans. C'est quoi le mouvement anti-guerre aujourd'hui en Russie? En fait, c'est plusieurs choses qui ne communiquent pas forcément entre elles. D'une part, vous avez les organisations traditionnelles de défense des droits humains, certains groupes féministes et quelques groupes politiques qui sont très surveillés et réprimés par la police et dont la plus connue est Mémorial, l'organisation sur l'histoire de la défense de la mémoire russe, mais qui est aussi une organisation de défense des droits de l'homme et qui sont liées aux organisations de droits humains des autres pays. J'insiste sur la composante féministe qui est très importante. Hein. Il n'y a pas que les comment elle s'appelle, les Pussy Riot, hein. Ça c'est un peu marginal. Et puis une petite frange de gauche, mais c'est plutôt des libéraux démocrates dans l'ensemble, si on voulait les étiqueter. Et une forte composante, très forte composante même, du côté culturel, artiste et académique. Jacques Sapir, qui est un ancien gauchiste très pro-russe, disons, mais pas malhonnête, estime à 20% dans les milieux académiques l'influence de ces anti-guerres. Pour vous donner une idée, c'est 10 fois plus que les anti-guerres sur la guerre d'Algérie, pendant la guerre d'Algérie, dans les milieux académiques français. Quand je dis 10 fois plus, c'est même probablement plus que ça. Ça, c'est la résistance libérale-démocrate, classe moyenne, avec une petite frange de gauche. Ensuite, vous avez une autre résistance, donc très difficile à évaluer, mais on a quelques symptômes, qui est la résistance un peu dispersée, qui existe dans la société de manière plus basique et loin des caméras et loin des grandes villes. Il y a un indice indirect pour la mesurer. Dans le système poutinien, toutes les oppositions, qui sont principalement libérales-démocrates, hein, c'est-à-dire plutôt centre-droit, quoi, les oppositions ont été réprimées puis étouffées. Le symbole étant Navalny. Mais vous avez une opposition tolérée qui est celle de ce qu'on appelle les communistes, c'est-à-dire le Parti communiste de Russie, qui est une bande de vieux ploucs, totalement accepté par Poutine comme opposition de Sa Majesté, mais qui critique Poutine sur des questions sociales et économiques et qui défendent les retraités, les vieux, les choses comme ça. On a vu ces dernières années que dans certains endroits, en sortant du Parti communiste ou manipulant le Parti communiste, des groupes de jeunes l'ont utilisé pour faire une expression autre. Et en même temps, pas tout se faire bloquer par la police. Et c'est les leaders, les sommets de l'iceberg a pris position clairement contre la guerre ces jours-ci. Contrairement à ce qui s'était passé, par exemple, au moment de 2014, où ils avaient plutôt applaudi à l'annexion de la Crimée et défendu les séparatistes du Donbass. Ça veut dire que, parce qu'ils représentent quelque chose, enfin, il y a une réalité derrière sociologique et même quelquefois électorale,
ça veut dire qu'ils sont aussi poussés par ça. Donc il y a une hostilité à la guerre, mais qui se manifeste pas qui a aucun lien physique ou personnel avec l'opposition libérale-démocrate qu'on voit. Ils se méprisent mutuellement, hein, c'est très frappant. Merci Bernard. Je te propose qu'on s'arrête là pour l'instant pour pouvoir laisser le temps à tout le monde de bien pouvoir développer son propos, quitte bien sûr à revenir plus tard dans les questions sur le sujet. Je rappelle d'ailleurs aux participants que pour poser vos questions quand on arrivera à ce moment-là, il faudra mettre une petite étoile dans le chat ou bien écrire votre question directement dans cet espace-là. Je vais sans plus attendre maintenant donner la parole à Serge Perrin qui va nous parler de résistance civile non violente. Merci Laura, donc bonjour à tout le monde, il y a quelques têtes que je connais depuis le temps. Je voudrais déjà remercier Non-Violence 21 de nous offrir l'occasion de cette réunion qui est réalisée avec le MAN. Donc moi je suis militant du MAN du groupe de Lyon et je suis animateur du réseau international à l'intérieur du MAN. Donc ça fait pas mal d'années que j'ai suivi les conflits qu'on a pu malheureusement assister, que ce soit en Bosnie, au Kosovo, en Palestine ou au Liban, et puis aussi assister à l'émergence du concept en France de l'intervention civile de paix dont François nous parlera. Donc je vais parler le MAN a pris position avec un communiqué de presse là, pour une résistance civile non violente en Ukraine. Alors déjà, je crois important de préciser qu'on n'est pas des donneurs de leçons. C'est-à-dire, en fait, je suis tout à fait respectueux de la manière dont les Ukrainiens se battent, beaucoup au péril de leur vie, et on n'est pas là des non-violents à dire c'est pas bien ce qu'ils font, etc. Non, on va essayer de discuter, et le but de cette rencontre, c'est de avoir des pistes de réflexion par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, et éventuellement ce qui pourrait se passer demain. D'accord, c'est important à préciser. On reste solidaire quand même de la résistance ukrainienne. Donc on va parler de résistance civile non-violence. La non-violence, pour nous, c'est déjà travailler à la prévention du conflit. Mettre en œuvre des outils de régulation en amont du conflit, c'est déjà le premier acte posé pour entrer dans une résistance non-violente. Donc Bernard nous a fait un bon exposé de la situation post-guerre, post-invasion russe, et qui montre qu'il y avait pas mal de tensions, en particulier dans le Donbass, qui n'ont pas été résolues et qui aboutit en fait à la situation actuelle. Le problème, c'est que quand le temps de la prévention a raté, en fait, on arrive sur un temps de crise. Et là, se pose la question de comment résister, et c'est là que se pose la question violence-non-violence. Souvent, on dit, mais comment on peut utiliser des moyens non-violents quand c'est la guerre? Moi, j'ai tendance à poser la question inverse, c'est jusqu'à quelle place pour des actions violentes dans la résistance à un conflit. Donc, la base de l'action non-violente, c'est toujours la même, c'est refuser d'obéir à des lois injustes, c'est organiser la non-collaboration avec l'injustice. En fait, c'est la continuité de ce qu'on va appeler de la désobéissance civile quand on fait des luttes sociales à l'intérieur d'un pays, et on va appeler de résistance civile quand il y a vraiment une mobilisation par rapport à un ennemi, un adversaire extérieur. Donc, il y a un principe de base dans la non-violence, c'est la mise en avant de la société civile. Et c'est ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir aujourd'hui, dans cette société ukrainienne, on est bientôt à 3 millions d'exilés, 2 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays. La société civile, elle est directement impactée. Et donc, notre réflexion, en tant que non-violence, c'est de dire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres moyens qui permettraient en fait à utiliser cette société civile pour mieux résister? Aujourd'hui, les résistances, les exemples de résistance civile de base non violente, je précise de base non violente parce qu'en fait, des fois, c'est jamais tout blanc, tout noir, et donc en fait, on va quand même
avoir toujours une frange peut-être d'action violente, mais globalement, une résistance de type non violente a été pas mal documentée. Toutes ces résistances, elles vont s'appuyer sur des actions un peu classiques, pour ceux qui connaissent la non-violence, hein, ça va être donc des actions de boycott, des actions de grève, de protestation, des formes coordonnées de désengagement et de démantèlement, de non-obéissance à l'adversaire, à l'État ou aux forces qui voudraient s'imposer à nous. On a déjà pas mal de retours d'expérience hein, sur des renversements de dictateurs qui ont eu lieu déjà en Serbie en 2000, à Madagascar en 2002, en Géorgie en 2003, et puis Bernard en a fait référence en 2004. C'était une grosse forme de résistance non violente, hein, qu'on appelait la révolution orange, qui a abouti à un changement de système qui s'est légitimé par des élections par la suite. Il y a eu des formes de résistance civile qui ont poussé la fin de l'occupation syrienne au Liban en 2005 et au changement de régime en Tunisie en 2011. C'est aussi intéressant de noter ça. Déjà, l'Union soviétique avait été confrontée à des formes de résistance et pourtant c'est une force militaire importante, hein, et en fait on pense en particulier en 1968 quand ils ont été en Tchécoslovaquie pour renverser le système qui était en train de se démocratiser, et on a eu la population qui a massivement refusé et travaillé à la démoralisation des troupes russes. Et le pouvoir soviétique à l'époque a été obligé de rapatrier des régiments qui étaient complètement démotivés. Les panneaux de direction avaient été supprimés, remplacés par des panneaux indiquant de partout Moscou pour montrer qu'il fallait qu'ils retournent chez eux. Donc on a bien quand même des expériences dans l'histoire de résistance et même de résistance à une invasion russe. J'aime bien rappeler aussi que c'est des manifestations de base non violente qui, en 1999, ont permis la chute du mur en RTA. Et c'est pas en fait nos armes, les armes nucléaires, que ce soit américaines, françaises ou britanniques, qui ont renversé le mur. C'était bien une mobilisation, une résistance civile non violente. Il y a un livre qui a été traduit il n'y a pas bien longtemps en français, hein, qui est Le pouvoir de la non-violence. Et donc, il y a eu une causerie précédemment qui en a déjà parlé. Pouvoir de la non-violence, pourquoi la résistance civile est efficace? Et en fait, il y a eu une analyse de 323 campagnes de résistance dans le monde, depuis de 1900 à 2006. Et le résultat est quand même assez intéressant. Statistiquement, ils ont démontré que les résistances non violentes ont 2 fois plus de réussite que les résistances violentes. 2 fois plus de réussite. C'est statistique, c'est démontré, ils ont une base de données qui est accessible, etc. Et il y a un autre élément qui me semble très important, et j'y reviendrai, c'est que à la suite d'une résistance de type non violente, la mise en place d'un régime démocratique a été beaucoup plus importante que dans les résistances violentes. Toutes les résistances violentes qui ont gagné, il n'y en a que 2 où le régime démocratique a été amélioré. Toutes les autres ont abouti à des régimes autoritaires. C'est à partir de ces 2 éléments que nous nous autorisons à interroger la méthode de résistance à cette invasion russe en Ukraine. Donc le livre fait référence à analyser en particulier des grandes campagnes de résistance non violente en Iran, avec le renversement du Shah. Alors c'est vrai que derrière, le système n'a pas été très démocratique, hein, c'est un des éléments de faiblesse. Vous avez eu la première intifada en Palestine, qui a abouti aux accords aux discussions de Madrid et aux accords d'Oslo. Les Philippines, qui ont renversé un dictateur, en Birmanie, où ça a été un échec partiel. Ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi ça marche.
Pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche? Eh bien déjà, le premier élément, c'est que ça permet de rassembler beaucoup plus de monde que des résistances de type armé. Beaucoup plus de monde et des personnes d'origine plus diverses, que ce soit des paysans, des ouvriers, des étudiants, des cadres, mais aussi des fonctionnaires et des femmes. Je suis frappé de voir que dans les rapatriés d'Ukrainiens, actuellement, les hommes sont restés pour se bagarrer et les femmes sont parties avec les enfants. On a quand même un système foncièrement injuste et j'aurais tendance à dire que la société civile ukrainienne perd en fait beaucoup d'éléments qui sont positifs, parce qu'on pourrait y revenir, mais les femmes jouent toujours un rôle plutôt positif dans une démarche non violente. Ou pas que. Et donc, cette capacité de mobilisation permet d'avoir des grosses mobilisations de masse et aussi permet d'avoir des formes d'action très variées. Ça, c'est aussi un principe de base de la non-violence, c'est de ne pas rester sur un modèle unique de résistance, mais d'avoir des différentes formes de résistance. Un des buts principaux de l'action de la résistance non violente va être de couper la base du pouvoir de ses soutiens, c'est-à-dire en fait travailler à la défection des forces de sécurité. Donc tout à l'heure, je parlais en Tchécoslovaquie, démoraliser les soldats soviétiques, c'était la base d'une résistance non violente. Aujourd'hui, on en parlera, mais il y a quelques actions qui sont menées vis-à-vis des soldats russes, mais de fait, quand vous êtes globalement sur une résistance violente, on accueille plutôt les chars russes avec des lance-roquettes qu'avec des fleurs. Un des éléments importants dans les résistances, les types de résistance non violente, je vous ai parlé de la diversité des formes d'action, c'est en fait de permettre d'avoir aussi bien des grandes manifestations, des formes de résistance concentrées, mais aussi des actions dispersées, c'est-à-dire à la portée de tous. C'est des actions de boycott, des grèves locales, des distributions de tracts, et de jongler sur ces deux formes permet en fait d'échapper souvent à une répression forte. Et ça permet de mobiliser beaucoup de monde. L'intérêt aussi, c'est de travailler sur les soutiens internationaux. C'est-à-dire en fait, les résistances violentes nécessitent d'avoir un soutien international important et souvent, en fait, la fourniture d'armes. On y voit aujourd'hui, c'est vrai, l'armée ukrainienne et la résistance civile ici non violente violente en Ukraine a besoin de soutien international. Je vais faire court, il me reste 5 minutes. Les expériences, les retours d'expérience montrent l'intérêt de travailler, de s'appuyer sur tout ce qui est communautaire dans les réseaux. Les réseaux, par exemple, des églises, des mosquées, comme il y a eu en Iran, permet de vraiment mobiliser les populations. Un autre élément important, c'est la capacité d'établir des liens avec les élites du camp d'en face. Et là aussi, c'est intéressant de voir que Bernard nous le rappelait, en Ukraine, les gens parlent beaucoup le russe, et donc il y a des liens très forts avec la communauté russe. Donc en fait, c'est un point positif pour une résistance plutôt de type non violente. Une campagne non violente, j'ose le dire, hein, une campagne non violente n'est pas forcément une campagne qui mène automatiquement à la victoire. Hein. Et je suis conscient que la résistance violente ne va pas forcément mener à la victoire aujourd'hui en Ukraine et on risque d'arriver à un compromis. L'autre intérêt, c'est que, je vous le disais, les résistances non violentes vont mener plus facilement à une démocratie. Et on s'interroge sur... une fois cette campagne militaire menée, quel État et quelle société civile va rester en Ukraine? Et en fait, la démocratie et une paix civile va reposer sur des institutions de régulation efficaces. Hein, c'est ce que dit l'objectif de développement durable 16 sur les paix et institutions efficaces. Et aujourd'hui, si on déstructure
la société civile, on laisse en fait la possibilité aux Russes de mettre en place une structure beaucoup moins très autoritaire et qui risque de maintenir une situation de violence importante. La pratique de la non-violence va renforcer le contre-pouvoir démocratique par rapport à un changement de régime plus tard. Le but de toute résistance civile, c'est d'augmenter massivement le coût de l'occupation. En fait, on prépare quasiment le terrain à une occupation de façon à ce que les Russes ne puissent pas utiliser l'Ukraine à ses fins. C'est le but. Je vais faire court, je dirais simplement qu'aujourd'hui, il y a des exemples de résistance de type non violente qui existent déjà en Ukraine. Hein. On peut voir sur Internet, il y a eu pas mal de manifestations, même dans les villes déjà occupées par les Russes, qui ont mené des rassemblements, des actions. Les autorités ukrainiennes parlent de 400 Ukrainiens qui ont été déjà arrêtés par les Russes pour avoir manifesté et pour pouvoir dire aux Russes rentrez chez vous. Et il y a 2 maires qui actuellement ukrainiens qui ont été arrêtés par les Russes, qui montrent qu'en fait ils refusaient d'appliquer les lois russes. Vous avez des formes de résistance aussi, les cyberattaques qui sont menées par les groupes Anonymous font partie des outils de résistance de la non-violence. Il y a un autre élément hyper important, c'est qu'en fait aujourd'hui soutenir la résistance non-violente en Ukraine, c'est soutenir la résistance en Russie. Donc on a parlé là dernièrement de la manifestante là qui est intervenue pendant le JT et qui a été arrêtée, mais qui a été finalement assez peu condamnée. Je pense que c'est hyper important de prendre en compte que la victoire en Ukraine s'appuiera aussi sur la victoire des démocrates en Russie. Hein, il y a actuellement, on parle de 15 000 personnes qui ont déjà été arrêtées en Russie pour avoir protesté contre la guerre. C'est très important de les soutenir. Et je terminerai, parce que tout à l'heure, je parlais des conséquences très négatives pour la démocratie d'une résistance militaire. Et ben, déjà, on analyse que ce conflit en Ukraine renforce la militarisation en Europe. Vous avez entendu toutes les mesures. En fait, aujourd'hui, la France, Emmanuel Macron a déjà fait des annonces comme quoi les augmentations de nos budgets militaires, et on vise à avoir 50 milliards hein, pour d'ici 2025, notre budget militaire en France va passer à 50 milliards. On essayait de résister. Maintenant, c'est justifié parce que les Russes sont là. En Allemagne, ils ont décidé de se réarmer et ils viennent de mettre 100 milliards sur le budget cette année. 100 milliards. L'Union européenne a, pour la première fois, utilisé une partie de son budget pour acheter des armes. Et vous voyez comment cette résistance violente en Ukraine, cette guerre en Ukraine, est instrumentalisée par tout le lobby militariste chez nous, en Europe et en particulier en France. Et c'est tout cet ensemble d'éléments qui nous font dire que vraiment, ça vaut le coup de réfléchir et de travailler à promouvoir des résistances non violentes, des résistances civiles dans ce type de conflit. Voilà, je laisse la parole à mon François. Merci. Merci beaucoup, Serge. C'était très intéressant. On commence à avoir quelques questions dans le chat. Elles seront traitées du coup après la dernière intervention. N'hésitez pas à en rajouter ou, comme je le disais, à mettre une petite étoile pour indiquer que vous souhaitez prendre la parole et je vous la donnerai à ce moment-là. Avant d'en arriver aux questions et au débat, je laisse la parole à François Marchand qui va nous parler d'intervention civile de paix. Seulement quelques mots en ce qui me concerne. Bonjour à tous, effectivement je vois beaucoup de gens que je connais, je les salue, puis d'autres que je ne connais pas, mais je les salue aussi. En fait j'ai voulu, dès le 24 ou le 25, je suis non seulement président de Non-Violence 21 et membre du MAN depuis 1974, mais je suis aussi depuis 5 ans au conseil d'administration d'une organisation non gouvernementale
intervention civile de paix. Intervient beaucoup au Darfour, au Sud-Soudan, au Kurdistan irakien, aux Philippines, etc. Et des gens m'ont tout de suite consulté, mais il faut envoyer une mission là-bas, et des volontaires, etc., pour faire l'intervention civile de paix. Or, ce n'est pas possible pour l'instant. Et je voudrais un peu préciser les choses, parce que ça va peut-être être possible dans quelques temps. Voilà, c'est pour ça que je voulais préciser. C'est très différent de la résistance civile, l'intervention civile de paix. La résistance civile peut s'improviser. L'intervention civile de paix ne s'improvise pas. Malheureusement, c'est quelque chose qui se prépare. Ça repose, on dit souvent, sur 3 principes. On envoie des gens internationaux qui vont travailler avec des équipes locales à la demande d'organisations locales de résistance ou autres qui veulent être protégées, avec 3 principes qui est un, non armé, non violent, et ça se fait, c'est partie de la sécurité de l'équipe. Le deuxième, c'est l'impartialité, c'est-à-dire que cette équipe sur place, y compris avec les salariés locaux, salariés ou volontaires, etc., qui ont été recrutés, pas seulement les internationaux, vont prendre parti et discuter avec toutes les parties. Bon, pour l'instant, c'est difficile de discuter avec les Russes, avec les Ukrainiens, on y arrivera. C'est une condition qui, pour l'instant, n'est pas possible encore. Le troisième, c'est que bien qu'on envoie des gens, bien qu'on recrute des locaux, la priorité des actions est donnée aux équipes locales. C'est-à-dire que c'est vraiment les acteurs locaux que l'on soutient, que l'on protège, mais c'est eux qui agissent, ce n'est pas les volontaires de la mission d'intervention civile. Voilà. Et ceci dit, comme ça demande une certaine préparation, une certaine connaissance du terrain, ça ne peut pas s'improviser. Et on ne peut pas répondre dans l'urgence. Sauf dans un cas, c'est si on avait été sur place. Si déjà, par exemple, actuellement, on a des équipes au Sud-Soudan, s'il y a un conflit qui d'un seul coup augmenté, ce qui est arrivé d'ailleurs au Sud-Soudan, on a pu intervenir tout de suite parce qu'on y était déjà 2 ou 3 ans, on connaissait tout le monde et on a pu agir. Sur l'Ukraine, ce n'est pas le cas, même si l'organisation Non-Violent Peace Force en 2014 a fait des formations d'équipes locales à Odessa et à Kharkiv. Mais ça n'a pas eu de suite. Bon, il faut en parler, mais à ma connaissance, ça s'est arrêté là, malheureusement. Voilà. Pour faire une intervention civile de paix, il faut quelques conditions. Il faut d'abord l'accès au terrain, ce qui est facile actuellement sur l'Ukraine, et pour pouvoir constituer des équipes mixtes, internationaux et locaux. Quand je dis internationaux, attention, ce n'est pas seulement des Occidentaux. Aujourd'hui, dans les équipes mission de paix, c'est des internationaux qui viennent aussi bien d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, d'Europe, de Japonais pour l'instant. C'est un des. Le deuxième point, l'accès au terrain, c'est il faut être. On n'interviendra que si on a une demande d'organisation locale solide et qui est avec une demande consistante et crédible. Ce qui est encore le cas pour l'instant. La troisième, c'est bien sûr d'analyser les conditions de sécurité de nos équipes qui sont sur place, que ce soit les internationaux comme les locaux. Le quatrième, c'est le financement. Une intervention civile de paix en Ukraine demandera des équipes de l'ordre de plusieurs centaines de personnes et ça ne s'improvise pas d'un point de vue financement. Je peux vous dire que mon organisation Non-Violent Peace Force a commencé à travailler, à prendre des contacts, aussi bien avec des organisations internationales susceptibles de financer qu'avec des contacts locaux. On a essayé de réanimer les anciens contacts qu'on avait, etc. Mais ça va prendre du temps et actuellement, on n'est pas prêt à intervenir. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Je pense que s'il y a des priorités, seulement pour l'intervention civile de paix, mais aussi pour la résistance civile, c'est d'abord de développer les contacts avec les organisations locales de résistance. Je pense que c'est vraiment le premier point. On pourra peut-être y aller sur place aussi, bien sûr. Voilà. Et, après, la situation actuellement de la guerre va évoluer, probablement avec une occupation en partie d'une partie de l'Ukraine au moins, ce qui sera probablement à des interventions, que ce soit la résistance civile, comme vient d'en parler Serge,
des interventions civiles de paix qui peuvent s'implanter progressivement. Voilà, je voulais juste donner ce message. Effectivement, c'est une technique de non-violente qui est très crédible et tout à fait utilisable, mais qui ne s'improvise pas comme la résistance civile, et qu'on va y travailler. Je pourrais répondre à des questions éventuellement ultérieurement. J'ajoute par ailleurs que ça n'a rien à voir, mais que j'avais demandé, et j'ai payé pour ça, d'augmenter à 100 participants, et qu'il semblerait qu'on soit bloqué à 100 malgré tout, alors qu'il y a 157 inscrits actuellement. Voilà, je ne sais pas, il faudra que j'aille porter une plainte auprès de Zoom. Ça arrive. Excuse-moi, Laura, mais je m'excuse auprès des gens qui se sont inscrits, bon, c'est gratuit, mais qui n'arrivent pas à se connecter, je le vois bien. Bien sûr. Tu voulais dire, François, quand tu dis que l'intervention civile de paix ne s'improvise pas comme la résistance civile, c'est-à-dire que la résistance civile non violente, elle s'organise en amont aussi. Hein. Aussi, mais elle peut s'improviser également. Enfin, il y a une improvisation. Alors, on pourrait peut-être un peu répondre, là, je vois qu'il y a... Ouais, alors moi j'ai reçu plusieurs questions, il y en a qui ont été envoyées à tout le monde et il y en a qui ont été envoyées uniquement à l'animatrice, donc c'est moi. Alors il y a deux thèmes principaux dans les questions pour l'instant qui se rejoignent et je pense qu'on pourra y répondre en un package. La première, c'est de savoir si la résistance civile est vraiment pertinente dans la situation actuelle et surtout dans une situation où les bombes tombent sur les populations. Est-ce que ce ne serait pas plus utile face à une dictature déjà installée, par exemple? Et la question qui est liée par rapport à la résistance civile, c'est que pouvons-nous faire, nous, d'ici, pour soutenir, en tant que citoyens, les oppositions qui se mettent en place, que ce soit du côté ukrainien ou du côté russe? Alors, je vais peut-être répondre là déjà parce que dans les dernières, alors moi je vois sur le fil de discussion, on parle que la paix c'est la diplomatie et il y a Bernard qui dit que les diplomates sont des mentors. Je n'irai pas jusqu'à là parce que la réalité est plus complexe que ça. C'est en fait, je pense que la diplomatie fait partie des outils en amont de prévention. Après, ça ne veut pas dire que ça doit suivre ça. Et c'est là où d'ailleurs François pourrait en parler, c'est qu'en fait l'intervention civile de paix est une diplomatie à la base, c'est-à-dire qu'en fait ça nous permet d'intervenir à des endroits où les États ne pourraient pas intervenir. Ça c'est important. Et donc quand on veut, en fait la paix c'est la diplomatie, mais la paix elle se construit. Et ça rejoint une autre question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire face à un mur? En fait, on est sur une problématique de dissuasion. On parle souvent de la dissuasion nucléaire et on voit comment elle est inefficace puisque malgré que l'Ouest, on a une bombe, en fait, les Russes ne gênent pas pour aller envahir et la Crimée et maintenant l'Ukraine. Mais l'idée de mettre une forme de résistance civile qui rendrait le territoire ingouvernable, c'est une forme de dissuasion. Et d'où l'intérêt de préparer et de l'annoncer en avant. Hein, et du coup, ça rejoint aussi la question mais en fait, l'État, je l'ai vu tourner quelque part, il n'y a plus d'État actuellement en Ukraine. Comment la résistance civile peut s'exercer? Le pays ne fonctionne plus. Et c'est ça qui m'intéresse d'interroger. Le pays ne fonctionne plus, c'est-à-dire en fait on a détruit le réseau de la société civile et du coup il ne reste quoi? Il reste que le réseau de la résistance militaire et en fait effectivement quand il reste plus que ça, eh ben on laisse la place aux militaires et on est suivant une expression qui a été qu'on avait bien compris, on laisse en fait la solution à des spécialistes de la violence. Alors qu'en fait, il nous faudrait des experts en politique, au sens de politique de vivre ensemble. Hein, et c'est ça qui m'intéresse. Dans les questions, je ne sais pas si Bernard peut-être voulait réagir sur cette question-là au niveau de soutenir les mouvements d'opposition, notamment en Russie, mais aussi en Ukraine. Est-ce que tu voulais apporter des éléments? Oui. D'abord, je vais faire une comparaison.
On a eu une guerre avec en plus une des armées, l'armée russe impliquée très fort à partir de 2015 en Syrie. Au début, on avait un mouvement social en Syrie dans lequel il y avait une composante explicitement non violente, qui était le mouvement non violent syrien. Personne n'en a parlé ici, mais ce n'était pas du tout négligeable, parce que c'était extrêmement actif dans les manifestations et dans leur organisation. C'était un réseau qui s'appuyait sur les mosquées. Et qui avait comme objectif principal éviter la militarisation de l'intifada, je parle comme il disait, éviter de tomber dans le piège du conflit armé, même si ça voulait dire accepter des morts en son sein et des choses comme ça. Ça a fonctionné pendant quelques mois. Ensuite, ça a dégénéré parce que le régime a choisi l'affrontement armé dans lequel il pensait pouvoir gagner, et du coup, on a eu une guerre civile. Et ensuite, on a eu l'intervention de l'aviation soviétique et de l'armée iranienne. Le degré d'auto-organisation de la société dans les zones d'opposition était fort. Et pas forcément, il était assez militarisé, mais pas forcément militariste. Cette résistance sociale a été écrasée physiquement par la violence, par exemple, les bombardements systématiques. L'Arabie saoudite fait ça aussi au Yémen, les bombardements systématiques et ciblés des écoles et des hôpitaux pour casser l'esprit de résistance. Il faut se rappeler de ça. Dans le contexte ukrainien, on a une situation qui a des aspects similaires. C'est-à-dire qu'il y a une agression majeure, armée, et pas par des milices, mais par une armée, par la deuxième armée du monde. L'objectif au départ, c'est clair, c'était une opération éclair, destruction des aéroports et des infrastructures de liaison, et probablement renversement ou effondrement du gouvernement du gouvernement, lapsus significatif, du gouvernement ukrainien et son remplacement par des fantoches. Problème, ça ne peut pas marcher du tout, d'abord parce qu'il n'y a pas de fantoches crédibles en Ukraine aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques pro-russes, il y en a, mais il n'y a pas de... Et surtout, ça a complètement foiré. Deuxièmement, et c'est assez inquiétant, la dissuasion civile, quelque part, fonctionne. Quand je dis la dissuasion civile, je veux dire le niveau d'auto-organisation de la société. Quand on voit les images avec tous ces gens qui font des cocktails Molotov, mais qu'est-ce que les cocktails Molotov vont faire contre des bombardements aériens et des missiles de croisière ? Ça veut dire que les Russes sont inquiets d'un niveau de résistance faiblement armé, voire non armé, dans les villes ukrainiennes. Et avec le phénomène qui n'en contrôle qu'une aujourd'hui. On est après 15 jours de combat et ils ne contrôlent qu'une grande ville, Kherson, où il y a des manifestations de résistance non violente, alors pour le coup, tout à fait visibles. On est au courant parce que paradoxalement, le téléphone marche encore à Kherson. Et donc, ça retient les Russes, mais du coup, on a l'impression qu'ils vont casser au maximum avant et je ne dirais pas que l'État ukrainien s'est effondré, alors qu'il est. Mais évidemment, il s'est largement militarisé. Ça ne veut pas dire que la société civile a complètement disparu. En plus, de toute façon, on n'avait pas tellement le choix parce que d'abord, il y a agression caractérisée, et ensuite, agression caractérisée par une armée, pas par autre chose, et ensuite, il y a pas par n'importe quelle armée, et il y a une société qui n'était pas prête à se laisser envahir et à résister une fois envahie. C'était juste un scénario inimaginable. Je vois bien dans les réactions de nos amis ukrainiens. Aucun de nos amis, ni russes ni ukrainiens, ne pensait qu'il y aurait une offensive de ce type. Tous d'ailleurs pensaient, les Ukrainiens comme les Russes, que si Poutine voulait prendre Kiev, il perdrait la guerre. D'ailleurs, c'est ce que je pense aussi, mais ça peut prendre des années. Mais c'est sûr, il est certain que Poutine va perdre la guerre. C'est un problème, parce que du coup, il va en rajouter. Il va perdre la guerre parce que l'occupation de l'Ukraine est indigérable par la Russie à terme. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'on a un futur extraordinaire. Malheureusement, ça veut dire qu'on n'est pas au bout de nos peines avec tous les effets de militarisation que ça va créer, etc. En tout cas, on se retrouve dans une configuration armée, même si les forces civiques n'ont pas disparu du tout. Simplement, elles sont dans cette configuration. Dans ce contexte-là, je dirais que l'importance du mouvement anti-guerre en Russie est fondamentale, mais absolument fondamentale.
Le problème, c'est qu'évidemment, on n'est pas non plus préparé à comment on soutient le mouvement anti-guerre, parce qu'en fait, ce qu'on connaît, c'est sa pointe libérale-démocrate, hein, comme je disais tout à l'heure. Mais il y a toutes les autres formes, ça nous échappe largement. Et puis, après, on ne va pas donner des leçons aux Ukrainiens de comment il faut qu'ils se battent. Je suis assez frappé par le fait que malgré tout, dans les discours ukrainiens, y compris de la direction politique ukrainienne actuelle, de Zelensky, etc., d'abord, il n'y ait pas un nationalisme anti-russe forcené, très important pour la suite, et même qu'il y ait des gestes et des actes de soutien à la résistance anti-guerre russe. Et par exemple, je vous donne un exemple qui est évidemment aussi de la propagande de guerre, mais qui est quand même très, très intéressant, le fait que les Ukrainiens aient créé un système d'information pour les familles russes, pour avoir des nouvelles des soldats russes prisonniers ou tués, que l'armée russe ne donne pas à ses propres citoyens. Est en soi un truc extrêmement intéressant, parce que c'est un état d'esprit, c'est pas à chacun son boche, quoi, quelque chose comme ça. Or, ça peut se dégrader, ça, hein, avec la guerre qui continue, ça peut se dégrader. Hein, je vous ai dit, les forces d'extrême droite en Russie, en Ukraine, elles existent, ça peut se dégrader avec les morts, etc. On peut avoir une situation bien plus difficile. On n'en est pas tout à fait encore là. En même temps, on est sur une ligne de crête, parce que si la résistance armée actuelle s'effondre, je ne sais pas ce qui se passe en termes de... Par exemple, pour vous donner aussi les quelques éléments qu'on a sur ce qui se passe là où les Ukrainiens, ça c'est des nouvelles que j'ai d'aujourd'hui, où les Russes ont pris le contrôle de localités importantes, ils ont une liste de gens à tuer ou à neutraliser. Évidemment, tous les dirigeants, hein, le maire, et puis il y a tous les gens d'extrême droite, parce que, ok, d'accord, parce que pour justifier leur côté anti-nazi, entre guillemets, et tous nos copains, ils sont tous sur la liste. Il y en a 2 ou 3 qui sont déjà, on ne sait pas où ils sont, qui ont disparu. Donc évidemment, on comprend que ça pose problème. Mais j'insiste vraiment sur le soutien aux anti-guerres russes, parce que ça va être un facteur déterminant, hein, parce que ça pose un problème considérable en Russie. Vous avez vu la journaliste qui est intervenue hier. Aujourd'hui, elle était mise en liberté. Alors c'est aussi de la propagande. Regardez, nous on est démocrates, on la laisse parler, etc. Ce compte Macron a immédiatement déclaré qu'il lui proposait l'asile politique. C'est complètement crétin, puisque maintenant toute la propagande poutinienne va être, regardez, c'était une agente des Français. C'est comme le criminel, on peut dire Mark Zuckerberg, qui a dit qu'il laissait passer les appels au meurtre de Poutine maintenant sur Facebook. Ce qui fait que n'importe qui se branche sur Facebook en Russie peut maintenant être considéré comme quelqu'un qui veut la mort du chef d'État et risque pas 15 ans de prison, il risque la prison à perpétuité. Donc on a des actes complètement imbéciles, je pourrais faire la liste, alors que dans les actes qu'il faut poser, il faut que ça aide les anti-guerres en Russie. Alors, sans aller jusqu'à qualifier ça d'acte complètement débile, même si on ne se l'interdira pas, il y a une question qui a été posée en tout début de soirée et que je vous pose maintenant aux intervenants, c'est la question de la livraison d'armes par les forces occidentales aux Ukrainiens. Alors, bonne réaction. Est-ce que réaction qui pousse à l'escalade, qu'en pensez-vous? Ça rejoint ce que je dis, la fin de mon propos. C'est-à-dire, en fait, on rajoute de la violence à la violence. Hein, et du coup, c'est une logique militaire et qui pousse, en fait, d'abord le risque d'élargissement, parce qu'en fait, la Russie, et je le comprends tout à fait, a tendance à penser que nous, les pays de l'Europe qui livrons des armes, on fait partie du conflit. Et donc, en fait, on donne pas mal d'arguments. C'est un peu ce que vient de dire Bernard. On amène de l'eau au moulin de Poutine qui dit, en fait, on est encerclé et en fait tout le monde est contre nous et la preuve, ils sont en train d'armer nos ennemis et c'est quand même c'est vraiment dangereux. Après, on est sur cette logique militaire. Alors évidemment, plus ils auront d'armes anti-chars et plus ils pourront détruire l'armée. Et je pense que c'est vrai qu'il y a une forte résistance. Mais attention, c'est où est-ce qu'on met le doigt. Et nous, on a tendance à dire, on va pas mettre le doigt.
Et je voudrais aussi donner un petit exemple, parce qu'en fait, on parle souvent des chiffres là. On parle de 150 à 200 000 hommes de l'armée russe pour envahir l'Ukraine. 200, partons sur 200 000 hommes. Vous savez combien le Stade de France contient de spectateurs? 85 000. Vous avez en fait 2 stades et demi de personnes pour occuper la France. L'Ukraine, c'est à peu près comme, un peu comme la France, même un peu plus grand. Vous avez 2 stades et demi de Stade de France, de personnes qui sortent, et avec ça, vous allez occuper le pays. Il faut se rendre compte de ce que c'est pour ça que la force de la non-collaboration est hyper importante. La Russie est incapable, par ses simples soldats, de contrôler l'Ukraine. Merci pour ces précisions, Serge. Une autre question que je voudrais juste rajouter juste un point qui me titille. Oui, François, je t'en prie. Je disais tout à l'heure l'importance de la priorité des acteurs locaux. Les résistants locaux ont fait un choix, pour l'instant majoritaire, d'une défense armée. Et bon, c'est eux qui reçoivent les bombes, etc. Donc, c'est difficile de dire on ne va pas vous envoyer d'armes, parce que c'est de ça qu'ils réclament. Alors, nous, en tant que non-violents, on ne va pas le favoriser. De là à l'empêcher ou à s'y opposer, moi, je ne suis pas prêt à franchir ça. Même ceux qui ne voulaient pas prendre les armes pendant la résistance française, ils ont accepté que les Anglais viennent livrer des armes en France à partir de 1943. Voilà, on ne peut pas se mettre à la place des Ukrainiens. Ils ont fait ce choix, il faut qu'on le respecte. Ça va probablement évoluer progressivement. Juste là-dessus, moi je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire François. Ce n'est pas à nous de décider. Par contre, il y a une ligne de crête. C'est-à-dire que d'abord, il faut évidemment pas rentrer dans le jeu. Par exemple, quand Poutine, là pour une fois, les dirigeants européens et américains ont fait ce qu'il fallait, alors qu'en général, ils ne font pas. Mais quand Poutine a mis en alerte son niveau 2 d'alerte nucléaire, personne n'a réagi et c'est ce qu'il fallait faire. Parce qu'il ne faut pas rentrer dans cette surenchère-là. Bien entendu, le niveau d'armement, quel type d'armement, etc., ça pose problème. Si ça donne l'impression de pouvoir être des armements qui pourraient servir à contre-attaquer et envahir la Russie, il ne faut pas. Et ce n'est pas évidemment au mouvement non violent de dire ce qu'il faut comme arme et je ne sais pas quoi. Mais il faut comprendre que, parce que pour le moment, il y a un vrai problème pour l'armée russe qui ne pensait absolument pas avoir une résistance de ce niveau-là. Hein, quand on voit c'est quand même. Et puis de toute façon, moi je ne connais pas d'Ukrainiens, par exemple, comment dire. Gérard Lévy a mis dans le chat un truc où il parle de Yuri. Le Yuri dont il parle, je sais très bien qui c'est un membre de War Resistor International, je ne sais pas où il en est, lui, mais il appelait avant l'invasion à défendre le droit à l'objection. Tout à fait, il a raison. Mais sauf que maintenant, on est après l'invasion et je ne sais pas où il en est, Yuri. Mais les autres que je connais qui étaient dans le même réseau, ils sont dans la défense territoriale. Donc, on ne peut pas se mettre à leur place. Hein. Je crois que c'est après, il faut voir le coup d'après. Alors, un point très important aussi que je n'ai pas développé, c'est très important, nous on a vécu ça dans les conflits yougoslaves, un point très important, c'est qu'il faut assurer le lien permanent entre les anti-guerres russes et les Ukrainiens. Et ça implique l'engagement de tiers, de gens qui sont ni russes ni ukrainiens, y compris l'engagement physique, l'engagement pratique, qui fasse que ce contact ne soit jamais rompu et qu'il soit même construit, qu'on puisse faire des actions communes, qu'on puisse, etc. Et ça, c'est une de nos tâches à l'extérieur, favoriser et faciliter le contact entre Russes et Ukrainiens, comme on peut le faire, comme on l'a fait, nous, entre Arméniens et Azerbaïdjanais, ou entre Bosniens et Serbes, etc. On nous demande aussi quelle place dans ce conflit pour l'ONU et qu'est-ce que dit le droit international par rapport à ce qui est en train de se passer? Je peux répondre en 2 mots. D'abord, l'ONU, le problème, c'est que l'ONU n'existe que par les États et que l'ONU est évidemment bloquée par le droit de veto russe si on veut faire des résolutions, comment dire, si on fait le mot directive, quoi. Et encore faut-il les appliquer.
Mais dans la solution, il faut qu'il y ait l'ONU. Il ne faut pas que ce soit simplement, je ne sais pas quoi, il ne faut pas que ce soit l'OTAN, il ne faut pas que ce soit simplement les Européens. Bon, c'est le monde entier qui est concerné. Sur le droit international, c'est extrêmement clair. Quoi qu'on pense, et ça mérite discussion, ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui a pu créer ce climat, etc. La charte de l'ONU et le statut de la Cour pénale internationale de manière extrêmement précise caractérise le crime d'agression comme un crime contre l'humanité imprescriptible. Or, si on prend le statut de Rome de la Cour pénale internationale, que évidemment ni la Russie ni les États-Unis n'ont ratifié, mais il précise très très précisément ce que ça veut dire crime d'agression. Et la Russie coche absolument toutes les cases. Et du coup, tu as parlé de la Cour pénale internationale. Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Parce qu'en fait, c'est une juridiction qui prend de plus en plus d'ampleur. Et en fait, on s'aperçoit que dans tous les conflits, on va avoir de plus en plus la saisine de cette Cour pénale. Les conséquences, c'est que un gars comme Poutine pourra être poursuivi pendant de nombreuses années. C'est ce qui s'est passé pour la Serbie, c'est ce qui va se passer pour la Syrie, où les dirigeants actuels ne peuvent plus se promener à l'international, même s'ils sont restés au pouvoir. En fait, ils se retrouvent isolés et toujours à la merci d'être arrêtés dans n'importe quel pays pour l'application de la Cour pénale internationale. Parce qu'en fait, il y a aussi des choses qui sont dans le droit de la guerre. Dans le droit de la guerre, vous n'avez pas le droit normalement de viser les civils. Alors c'est vrai que ça fait toujours un peu sourire, mais quand même, le droit c'est le droit. C'est-à-dire en fait, une armée a le droit de détruire une autre armée, mais la destruction des immeubles civils, comme on voit actuellement dans les bombardements, en fait, fait dire aux autorités ukrainiennes qu'il y a bien crime contre l'humanité, parce qu'en fait, les civils sont directement visés. Et c'est vrai, c'est important quand même aussi de garder ça, parce qu'on se bagarre pour un état de droit dans nos pays, mais au niveau international, il y a du droit international qui se construit. C'est-à-dire en fait, Poutine, quoi qu'il arrive, et même s'il gagnait, il ne serait plus jamais libre pour se déplacer dans n'importe quel pays. Je précise une chose d'ailleurs, la Cour pénale internationale a souvent à juste titre été critiquée parce qu'il y avait deux poids deux mesures et que par exemple tous les premiers inculpés de la Cour pénale internationale, comme par hasard, c'était que des Africains. Mais c'est un peu comme le droit national. Le droit national, il vaut mieux qu'il y ait un droit plutôt que pas de droit. Et au départ, le droit, il est un peu injuste. Selon qu'on est puissant ou misérable. Enfin, c'est dans La Fontaine déjà. Et puis, ça progresse. Et le droit international progresse aussi de ce point de vue-là, à partir de ces bases qui sont claires. Je vous conseille de lire le statut de Rome, c'est extrêmement intéressant. Parce que, par exemple, pour donner un exemple très précis, si des civils sont tués parce que c'est un dégât collatéral, je mets les guillemets collatéral, d'un affrontement entre armées, ce n'est pas un crime. Si vous bombardez, si vous touchez une centrale électrique parce que vous tiriez sur un char ennemi, ce n'est toujours pas un crime. Si vous tirez sur une centrale électrique, c'est un crime de guerre. Si vous tirez sur toutes les centrales électriques, c'est un crime contre l'humanité. Mais je précise aussi autre chose. Les Russes ont tenté dans cette guerre au début de contrôler notamment les centrales électriques pour pouvoir couper le courant et tenir. Et c'est pour ça qu'ils ont. C'est pas parce qu'ils voulaient créer une peur nucléaire qu'ils ont pris la centrale de Zaporozhye. C'est parce qu'ils voulaient avoir la plus grosse production d'électricité du pays. Ils ont d'ailleurs laissé les techniciens ukrainiens sur place. Donc, ils ne sont pas en train de tout détruire. Mais au début de l'affrontement, ils utilisaient systématiquement des missiles de croisière et le nombre de morts, je ne sais pas si vous avez bien suivi, le nombre de morts civiles était assez faible. Parce qu'en fait, ils faisaient des frappes assez ciblées parce qu'ils étaient dans une logique de guerre éclair. Et au fur et à mesure que malheureusement la guerre continue, alors là, on se rapproche du tapis de bombe et de briser la population. Et c'est évidemment extrêmement grave. Mais ça, c'est une espèce de logique d'une guerre qui patine du côté russe. Alors, inversement, on peut se dire que ça va poser de plus en plus de problèmes au moral de l'armée russe, parce qu'effectivement, en face d'eux, ils ont des gens qui parlent la même langue et qui sont capables de communiquer. Du coup, je voudrais réagir. Je vois Nelly qui parle le droit d'armer les civils.
En fait, dans le droit militaire, vous avez toujours le droit de considérer que vos civils sont militarisés et deviennent militaires. C'est un vrai problème parce qu'en fait, une fois que vous avez armé des civils, tous les civils deviennent militaires. Et du coup, la distinction entre civils et militaires, vis-à-vis du droit international, est en train de tomber. Et en fait, c'est un peu le débat qu'il y a eu, que nous avons encore des fois avec les Palestiniens, dans la mesure où tous les civils israéliens sont armés, les Palestiniens se disent en fait tout civil israélien est un ennemi potentiel qu'on peut tuer. Et je pense que on est dans cette logique de militarisation qui fait que c'est un glissement que nous, non-violents, et je rejoins le mot qu'a mis Alain Réfalo, c'est en fait nous, en tant que mouvement non-violent, on va pas chercher et justifier des choses que l'on analyse mauvais sur le long terme. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse à ces formes de résistance non violente. Merci pour ces précisions à nouveau. Alors, il y a une question qui est revenue plusieurs fois et que les gens, voilà, le public n'a pas l'impression d'avoir eu une réponse assez claire. Et je vous propose que ce soit la dernière ou peut-être l'avant-dernière question, puisqu'on a déjà dépassé le temps et on va devoir partir clôturer cette réunion à 19h30. C'est nous, citoyens français, que pouvons-nous faire concrètement pour aider l'opposition russe ou les populations ukrainiennes et ou, bien sûr. Voilà, quels sont les gestes à notre portée? Alors, certains ont pu dire sur les réseaux sociaux baisser notre chauffage. Est-ce un geste pertinent, utile ou en existe-t-il d'autres? En fait, moi déjà, la première chose, dans le soutien aux sociétés civiles, c'est de manifester déjà notre soutien. Hein. On va appeler à tous les rassemblements de protestation, mais c'est surtout par rapport en particulier à la société russe, c'est de le faire savoir. C'est en fait, l'information est une arme, et de plus en plus. Donc en fait, plus il sera diffusé comme quoi une partie de la société russe refuse la guerre, et plus on renforce cette partie de la société russe. Et c'est important de le faire savoir, c'est important de le faire savoir à la population française, aussi aux politiques. Parce qu'en fait, trop souvent, les politiques, j'ai un peu la faiblesse de penser, j'ai rien contre les politiques, mais que les politiques, ils suivent un peu l'opinion publique. Et si on veut renforcer, et on a intérêt d'aller présenter aux responsables politiques qu'il n'y a pas que la livraison d'armes pour aider ce conflit, il faut aider et soutenir la population civile russe qui résiste. Et la remarque de Bernard est tout à fait pertinente. Il n'est pas question de rapatrier, de faire venir chez nous les opposants russes. Ils ont leur travail à faire chez eux. C'est stupide, effectivement, de vouloir tous les opposants, de les faire venir chez nous. Et son principal opposant, qui a été Navalny, qui a été emprisonné, qui est retourné là-bas, c'est hyper important. Il a montré devant le monde entier qu'il voulait continuer à faire changer la Russie et pas simplement à sauver sa peau. Donc, information, information et information, ça me paraît être la meilleure de soutien. Je suis tout à fait d'accord. Et alors, j'ajouterais autre chose. Aujourd'hui, évidemment, on se mobilise pour les réfugiés. C'est très bien, faux, non. Mais les opposants russes ou bien les bases arrières qui vont se créer de la société civile ukrainienne ont besoin d'argent. C'est aussi con que ça. Il faut considérer que c'est un soutien en soi. C'est-à-dire que, alors pour le moment, ils sont tellement occupés qu'ils n'ont pas du tout organisé les choses, hein, que Mémorial France, les gens comme ça, parce que je me tue à leur dire donnez-nous des comptes en banque sur lesquels on puisse nous verser de l'argent, parce qu'ils sont même tellement sous l'eau qu'ils n'ont même pas les moyens. On a mis 3 mois à réussir à faire ça pour des Syriens, hein, qu'ils aient des permanents, qu'ils aient un bureau, qu'il y ait une municipalité qui leur offre des moyens, des choses comme ça, parce qu'ils sont en train de s'occuper de tous les jours. Mais il faut les aider à ça, pour exister à l'extérieur comme ils existent à l'intérieur. Après, évidemment, moi je suis d'accord avec ce que vient de dire Serge, maintenant c'est à chacun de décider hein, s'il veut quitter la Russie ou si on l'aide. Mais s'il reste, on l'aide aussi. Et pour terminer, je vois par rapport au fil de discussion,
c'est vrai que j'élargis notre débat, c'est-à-dire en fait la meilleure façon de forcer la Russie, c'est d'être autonome aussi par rapport à eux. Et donc tout notre débat sur la transition énergétique que l'on n'a jamais fait en France et qui fait qu'on est hyper dépendant encore de l'énergie fossile et voire de l'uranium qu'on va chercher soit au Niger avec le problème du Sahel, soit en Kazakhstan avec le problème des ex-républiques soviétiques, c'est hyper grave. Et si on était plus autonome en France, on serait moins, on apporterait moins d'aide à une Union soviétique un peu trop autoritaire. Et puis, on n'en a pas parlé, mais vous avez entendu la dernière information, la France a livré des systèmes d'armes hyper sophistiqués ces dernières années en Russie. Et ça aussi, la lutte contre les ventes d'armes en France fait partie de la solution des problèmes pour les Ukrainiens. François, oui. Non, je voulais simplement dire que, en principe, on cherche à ne pas durer trop longtemps nos télécauseries pour que les gens ne se fatiguent pas, mais que on en refera d'autres, certainement. D'ailleurs, il y en avait une autre qui était en prévision. Tu peux peut-être annoncer déjà celle que toi, tu prépares, Laura, avant de conclure ensemble, là, parce que c'est sûr qu'on n'épuisera pas le débat ce soir. Voilà, tout le monde en est conscient. Ouais, c'est bien de commencer à soulever tous les problèmes et toutes les buts de solutions qui ont été avancés. Merci. Merci François. C'est justement, j'allais prendre la parole pour conclure cette réunion. Le sujet est bien évidemment très complexe et les discussions que nous avons eues, que ce soit avec les intervenants ou entre les participants dans le chat, ont été très, très intéressantes. On va devoir partir. On a déjà dépassé de presque un quart d'heure l'horaire qui était annoncé dans la communication. On va donc devoir se quitter, mais pour ceux qui souhaitent continuer la discussion, je vous annonce dès à présent qu'il y aura le mardi 29 mars à 20h, sur une durée d'à peu près 2 heures, une autre séance de débat en visioconférence organisée notamment par Alternatives Non Violentes et par le MAN. On vous en dit plus très très vite. Alors on demande s'il y aura un replay. Cette réunion a été enregistrée. Et je crois que les organisateurs vont voir s'il y a lieu de le diffuser ou pas sur des réseaux sociaux. Voilà. Merci encore à tous nos intervenants, Bernard, Serge et François, pour l'éclairage que vous avez pu apporter sur la situation. Merci à Novio 21 de nous avoir accueillis sur son compte Zoom. Et voilà, si les intervenants veulent dire un tout petit mot de conclusion et on va devoir se quitter. Moi, je dirais simplement merci à vous d'être présents et allons-y pour la paix dans le monde. Et moi, j'ajouterais merci à tout le monde. Et juste un point, pour qu'il y ait des sanctions efficaces qui tapent la base sociale de Poutine et pas faire semblant, il faudrait quand même combattre les paradis fiscaux. Parce qu'on peut faire des sanctions, mais si les paradis fiscaux sont toujours actifs, les oligarques font ce qu'ils veulent. Et les paradis fiscaux, ils ne sont pas forcément très loin, hein. Par exemple, une bonne partie des propriétés des oligarques en pro-Poutine en Europe sont contrôlées par des sociétés luxembourgeoises. Ça, c'est à notre portée. Merci Bernard. Merci. Merci. Au revoir. Merci à tous et merci à Laura pour son animation. Merci Laura. Avec plaisir. Et boycottons la vodka. Merci bien. Vodka ukrainienne et russe, les deux. Au revoir. Au revoir à tous, bonne soirée. Au revoir.